J'ai vu des gens faire un taf qui avait l'air cool en festival et j'y suis allée. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie. Voilà. Regardez les gars, je vais éteindre la tour Eiffel. Not quite my tempo. The name's Bond. James Bond. Oui, bien sûr. Bon, alors moi, je m'appelle Sophie Grèche, je vais avoir 30 ans et ça fait quelques années que je bosse dans le milieu du cinéma, notamment en tant qu'attachée de presse. Faut savoir que j'ai d'abord commencé par bosser en tant qu'attachée de presse pour des festivals de genre à l'international, donc notamment le BIF, le Bruxelles International Fantastic Film Festival, et ensuite pour Fantasia, donc il y a un peu le même genre de festival, donc de cinéma de genre, de cinéma d'horreur à Montréal. Et après, j'ai bossé chez Warner France, chez Universal France et chez Déjà le Web, donc toujours en attaché de presse. Voilà. Alors, être attaché de presse, c'est vraiment faire le lien entre un film qui sort. Bah, en fait, là, je vous parle vraiment d'attaché de presse cinéma, mais il y a besoin d'attaché de presse pour à peu près n'importe quel. Ça peut être même pour des métiers, on peut avoir des attachés de presse pour même des dirigeants d'entreprise, par exemple. Là, je vais vous parler juste donc d'attachés de presse culturel ou cinéma. Donc, je fais le lien entre le film qui sort et les répercussions que vous allez en avoir dans les médias. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez forcément avoir une critique, je ne sais pas, dans Télérama, dans Les Inrocks, dans Le Monde, etc. Pour en arriver là, il faut que le film ait été montré. Il faut que quelqu'un ait contacté le journaliste pour l'inviter en projection presse. Et donc, ça va vraiment d'avoir de la visibilité pour le film, mais aussi, dans un deuxième temps, d'avoir des interviews si on a accès au talent. Donc, c'est vraiment faire le lien entre le film, l'objet culturel et la presse. Voilà. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme métier. Alors, à la base, donc moi j'ai fait des études de lettres. Ensuite, j'ai fait une école de cinéma pour être scénariste. Donc, c'était pas du tout prévu d'être attachée de presse à la base. Et je bloguais pas mal. Je faisais des critiques, donc plutôt du côté presse que du côté attachée de presse. Et un jour, je suis allée en festival, donc au BIF, et je me suis rendu compte que, parce qu'attaché de presse de festival, c'est encore un peu différent, c'est encore plus exaltant. C'est-à-dire que j'ai vu une équipe s'occuper de tous les talents d'un festival, de les amener, que ce soit à la présentation du film devant un public, à l'interview qu'il y avait juste après, à l'accompagner au restaurant. Je me suis dit, waouh, c'est super. Et quand on sort d'école, des fois, ce qui est un peu difficile, c'est de se dire comment je vais avoir une porte d'entrée, comment je vais pouvoir me faire un réseau, parce que c'est un milieu un petit peu fermé. Moi, je venais pas spécialement d'une famille qui avait des contacts dans le cinéma. Mon école me les apportait, mais sans plus. Et je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance. Le métier a l'air d'être hyper sympa et je suis juste allée voir le boss du service presse du festival et je lui ai dit « Hey, j'aimerais bien bosser pour toi l'année prochaine !» Et il m'a dit bah, « Envoie-moi ton CV » et j'ai déménagé à Bruxelles pour bosser là-bas. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans les RP, c'est juste parce que j'ai vu des gens faire un taf qui avait l'air cool en festival et j'y suis allée. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie. Voilà. Okay. Bah, Alors déjà, dans le traitement de la communication d'un film, il faut savoir que c'est toujours très différent, même ne serait-ce qu'entre le système français et le système américain. C'est-à-dire que quand le film est français et dépend uniquement d'une structure interne et nationale, il y a beaucoup plus de liberté parce que je vais prendre, je sais pas moi, Pathé ou n'importe quoi, genre, ils ont vachement plus de pouvoir sur leur film, alors que je vais vous prendre un gros exemple. Un des films sur lesquels j'ai bossé, c'est Ocean's 8. Par exemple, quand j'étais OK. chez Warner, il faut savoir que les Américains, globalement, avaient déjà, même pour la presse, émis tout le cheminement du film. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas de liberté. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, bah, vous le montrez que à tant de médias et pas une projo ouverte à 100%, parce qu'on a aussi quand un film est un peu
touchy, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est un film qui a beaucoup d'attentes, on espère faire énormément d'entrées ou le film est un peu délicat ou voilà. Il va y avoir des stratégies presse. Parfois, le film est hyper attendu et on sait que le film est génial et qu'il va plaire à beaucoup de monde, donc du coup, on va le montrer au maximum pour avoir le maximum de critiques. Alors que des fois, eh ben non, il faut émettre une stratégie. On sait que c'est un film qui va être plutôt une couleur Télérama, donc un film un peu auteur, un petit peu voilà. Donc on va les inviter plutôt eux et des médias dans cette ligne éditoriale-là, plutôt que d'inviter des blogs ou des médias masculins ou féminins. En fait, c'est vraiment toute la presse a ses spécificités, donc c'est hyper intéressant d'émettre une stratégie presse. Quand tu es en studio, malheureusement, des fois, tu as l'Angleterre ou les US qui a décidé pour toi de ta stratégie presse à adopter. Nous, on peut toujours leur dire, oui, nous, on pense que tel média ferait quand même bien l'affaire, et dans ce cas, mais il y a des échanges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des décisions directement nous. Alors que quand on travaille pour un studio français ou un distributeur français, grosso modo, c'est plus facile parce que le dialogue est plus simple. La différence entre bosser donc dans une major, c'est souvent américain, donc du coup, on a ces contraintes-là en presse. C'est vraiment la grosse différence. Quand on est en indépendant, déjà, souvent, on bosse pour des plus petits films, parce que ça veut dire qu'on bosse pour des studios, des distribs, ou même, j'ai bossé pour du théâtre, qui n'ont pas des structures suffisamment grosses pour avoir des attachés de presse en interne. Donc déjà, on est sur un rapport de force un peu différent. Donc c'est assez intéressant, en vrai. Moi, j'ai adoré bosser chez Warner, c'était vraiment une expérience incroyable. Là, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai comment dire? Je vois beaucoup plus de diversité dans le cinéma sur lequel je bosse. C'est-à-dire que je peux bosser vraiment sur de l'indépendant. Là, j'ai bossé sur Mandibule, j'ai bossé sur Énorme, par exemple, donc ça, c'était avec Memento. J'ai bossé sur La Bonne Épouse, mais j'ai aussi bossé sur La Daronne. C'est-à-dire que je peux aller sur des... J'ai pas de limite, c'est-à-dire que je sais qu'à part les gros blockbusters qui n'arriveront jamais jusqu'à l'agence, sinon c'est hyper varié. Genre, je bossais sur Les Malawa, donc sur une grosse comédie française avec Christian Clavier, mais aussi sur le petit film hyper indé de Quentin Dupieux, par exemple. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc c'est vrai que l'agence a aussi ce bénéfice-là d'être plus variée. Où j'ai bossé sur des films d'action pour Métro ou des films d'horreur genre Countdown ou 21 Bridges, enfin des choses comme ça. Et c'est très différent et c'est ça qui est cool. Voilà. Je peux pas dire que j'ai une préférence. Je crois que ce que je préférais, c'était bosser en festival. Donc c'est encore la troisième option. Mais moi, personnellement, je préfère bosser sur des petits films. Je trouve que c'est plus intéressant et souvent, il y a quelque chose qui est tout bête, mais qui est l'accès au talent. C'est-à-dire quand on a... je sais plus, je sais que chez Universal, j'étais hyper contente parce qu'on avait Zemeckis qui était venu pour Bienvenue à Marwen et c'est vraiment quelque chose de rencontrer le héros de son enfance, c'est quelque chose, mais on a très peu d'accès. Alors que là, en bossant notamment pour des distributeurs français, eux, ils ont l'accès direct au talent. Donc, si on veut faire quelque chose dit hors junket, parce que ça aussi, c'est peut-être quelque chose que je vais vous expliquer, le junket. Des choses hors journée presse, c'est plus facile. Et donc, des fois, on peut avoir aussi des formats plus intéressants. Parce que, par exemple, donc les junkets. Qu'est-ce que c'est un junket? Un junket, c'est une journée presse. C'est-à-dire que dans la promotion d'un film, on va consacrer 1 ou 2 journées à faire... c'est un peu comme des rencontres, c'est vraiment des rencontres journalistes talents, mais tout est chronométré. C'est-à-dire que nous, on a déterminé combien de temps allait avoir chaque média. Et c'est un peu comme du speed dating, c'est-à-dire que le talent est là, puis nous, on fait passer les journalistes les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on les chronomètre et on fait, bon, toi, tu as 7 minutes, donc tu y vas, tu poses tes 7 minutes de questions, puis tu t'en vas. Et quand on a un talent américain, généralement, il vient une seule journée. Et par exemple, pour l'avoir fait avec Renée Zellweger sur Judy, le maximum de temps, c'était 8 minutes. Et pour faire une interview complète, même pour de la télé, c'est hyper court, en fait, 8 minutes.
le temps d'installation, etc. Ça fait souvent du 1, 2 ou 3 questions maximum, alors que des fois, on peut faire des choses dites hors junket, si le talent est déjà sur place. Si c'est un acteur parisien ou même français, de manière générale, on peut l'avoir à d'autres occasions. Et ça nous permet de faire des vidéoclubs de Combini ou des interviews carrière, des choses qui prennent plus de temps et qu'on ne peut pas caler dans cette journée presse imposée par le timing US, quoi. Ah bah, j'ai eu la bonne idée de vouloir me mettre en indépendante juste avant le deuxième confinement. Donc, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça me laisse le temps de travailler mes listes de contacts, tout ce qu'il faut pour monter une agence, c'est-à-dire donc, ou son travail d'indépendante, donc le site, les contacts, les mails, enfin tout plein de petits détails. Je vous avoue que normalement, je fais partie vraiment de ce qu'on appelle un métier de contact et de relation. Donc en fait, en ce moment, pour aller organiser des déjeuners, des cafés, des verres avec des gens, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je vous avoue que je me consacre plus au podcast dans lequel je suis en ce moment que vraiment à mon travail d'attachée de presse. Mais je le prépare en amont parce que là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc On espère que tu pourras reprendre le plus vite possible. on croise les doigts. Mais ça va arriver, hein. Et puis à un moment, il va y avoir tellement de films sur le marché, Oui, tout c'est le monde clair. va avoir besoin de travailler. Donc on attend juste le moment. On est sur les starting blocks, comme on dit. Bah, je pense que c'est une de mes premières anecdotes, mais c'était en festival, c'est que j'étais, en plus d'être attachée de presse, comme dans les festivals, il faut savoir être extrêmement polyvalent. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour faire le lien des interviews, on accompagne les talents absolument partout. Et moi, j'étais ce qu'on appelle talent handler, c'est-à-dire la personne qui accompagne le talent de Joe Dante pendant 3 jours. Ah oui. Donc de lui et de sa femme. Et je vous avoue que c'était les personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ce milieu. Et la Sophie de 23 ans de l'époque, peut-être même pas 22, était vraiment en mode « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» C'est donc ça le début de ma vie professionnelle, c'est si cool. Et ouais, donc ça, c'était vraiment sympa. Après, je vous avoue que je suis allée à Cannes avec Warner, que c'était très sympa, qu'il y avait une masterclass de Nolan, c'était hyper intéressant de voir mes boss de l'époque en plus bosser vraiment sur comment on organise un événement aussi gros. Parce que même si c'était pour la ressortie de la restauration de 2001 l'Odyssée de l'espace, de dire qu'on organisait une aussi grosse masterclass, c'était quand même quelque chose d'assez huge. Même si je vous avoue que quand on a tout Warner Monde qui est là, c'était pas à moi qu'on a donné grand-chose. On m'a surtout fait tenir la porte et je l'ai tenue à Denis Villeneuve. Donc après, c'était pas une mauvaise journée, quoi. On ne tire pas la porte aux mêmes personnes. Voilà. C'est ça. Mais ça m'est arrivé une fois, hein, vraiment, c'est tout. Non, je sais pas, dans mes grands moments, c'est vrai qu'il y a eu ça. Je réfléchis, mais c'est vrai que après rencontrer Zemeckis, c'était très chouette. Rencontrer Danny Boyle, c'était très chouette aussi. En fait, les grands moments, là, je vous dis surtout des talents, mais je crois que des trucs tout bêtes qui m'ont fait vraiment vibrer aussi, c'est d'obtenir une couverture de quelque chose. Notamment, quand j'étais chez Warner, on avait un petit peu bataillé sur le film The Meg, qui est un énorme film de requin avec Jason Statham. Et on avait une très très jolie couverture de Mad Movies. Et j'avoue que ça, c'est un truc qui est toujours un peu kiffant aussi, c'est quand on a travaillé sur ah, mais on va demander une photo aux US, on va demander des maquettes, il y a un travail vraiment de longue haleine, par exemple, pour faire une couverture sur quelque chose. Et quand ça arrive, c'est super bien. Ou sinon, j'avais montré un film à un journaliste de Psychologie Magazine qui m'avait envoyé l'article directement à mon nom chez Warner avec un petit mot de remerciement dedans. Et c'est tout bête, mais quand j'étais vraiment toute jeune attachée de presse, c'est le genre de truc qui me faisait vraiment chaud au cœur. Plus que juste voir des talents, moi, le relationnel avec les journalistes, c'est tout aussi important dans mon travail. Et les journalistes, je les côtoie tous les jours, donc contrairement aux talents que je vois une fois de temps en temps, je crois que d'avoir
ce rapport-là au journaliste, c'est très chouette aussi. Voilà, plein d'anecdotes. Alors déjà, ce serait incroyable parce que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, entre ses 12 et ses 18 ans, s'est dit « Ah, le métier que je veux faire, c'est attaché de presse parce que c'est pas un métier très connu. » Donc, c'est un métier qu'on voit de loin, mais c'est pas forcément le métier auquel on pense. Et même moi, hein, grosso modo, jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était pas ça le goal of life. Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est lire beaucoup de presse. Il faut savoir vraiment sur un film qui contacter. C'est la première base, c'est de bien connaître les lignes éditoriales des différents magazines et des différents sites et des différents blogs et maintenant des différents influenceurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les relations presse et l'influence sont très liées et il faut avoir vraiment une espèce de map, de carte avec, en fonction du genre de ton film, qui tu vas aller contacter. Et je crois que c'est ça le truc le plus important, c'est d'être très curieux, de lire beaucoup, de regarder beaucoup, et pourquoi pas de faire la démarche dans sa tête quand on voit un film, de se dire... Parce que j'ai souvent eu des jeunes en stage, et quand je dis jeunes, je parle 5e ou 3e, vraiment assez petits, qui venaient chez Warner ou chez Universal et qui... et souvent, je m'occupais d'eux et je faisais ce jeu qui était... j'imprimais des affiches de films qui n'étaient pas forcément des films Warner, hein, vraiment des films pour enfants, j'avais mis Ocean's 8 parce que je bossais dessus à l'époque, et j'avais mis tous les magazines que j'avais, et j'avais fait faites des liens. Genre, dites-moi pour tel film qui vous allez contacter. Et donc, pas bien évidemment, enfin, pas le journaliste, hein, mais par exemple, sur Ocean's 8, vous voulez avoir une couverture, vous voulez qui comme magazine? Et en vrai, la question se pose, hein, moi, c'est vrai qu'instinctivement, je vais dire Elle, mais il y en a qui vont dire Vanity Fair, il y en a qui vont dire: «Ah bah non, moi je préfère une jolie couverture web», et en fait, c'est là que le dialogue peut se faire. Et donc mon conseil, c'est de toujours rester curieux à ce niveau-là, de savoir, ce qui se passe dans le monde de la presse, parce que c'est pas que s'occuper des talents, c'est surtout beaucoup s'occuper des journalistes, en tout cas travailler main dans la main avec eux. Donc c'est chouette, mais il faut le connaître, ce milieu. En termes d'études, moi, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai repris mes études sur le tard. C'est-à-dire que comme j'avais fait lettres et après cinéma, mais qu'après j'avais commencé à travailler directement en RP, j'ai dû, pour bosser en France, malgré tout, avoir un master de com. Donc, c'est un parcours atypique. Souvent, ça plaît bien. C'est-à-dire que mon CV a souvent été retenu parce que justement, j'avais pas eu un parcours linéaire dès mon bac, je rentre en école de com. C'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai vécu dans d'autres pays. J'ai eu cette démarche d'aller bosser directement dans des festivals et montrer que le cinéma, c'était ma passion. Si vous voulez gagner du temps et directement rentrer en école de com, c'est par là qu'il faut passer. Mais ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir ce petit plus. Écrivez pour des blogs, faites de l'influence, même à toute petite échelle, tenez une page Insta qui est vraiment fournie, faites du TikTok cinéma, peu importe, mais si vous voulez gagner du temps et directement rentrer dans des études adéquates pour le métier d'attaché de presse, donc c'est-à-dire un master de com, il y en a pas vraiment d'autres. Et enfin, non, il y a que ça en fait, il faut faire de la com. Grosso modo, il faut avoir ce petit bonus qui montre que vous voulez aller dans tel milieu. Là, j'ai parlé pour le ciné, mais en vrai, si vous voulez être attaché de presse dans la mode, montrez que c'est votre passion. Voilà. Je pense que c'est le meilleur conseil, c'est ça. Genre, faites des trucs à côté. Moi, je bloguais, je faisais des interviews, j'allais en festival, je me faisais accréditer pour des trucs. Et vraiment, faites ça, parce que c'est là qu'il va y avoir la différence. Oui, on a lancé ce podcast sur l'initiative donc de Victor, que vous pouvez connaître sous le nom de In the Panda. Il y a 1 an et un tout petit peu plus, il est venu nous contacter 1 à 1 en disant j'aimerais qu'il y ait ton expertise dans le podcast parce que... Donc Marc, c'est parce qu'il est spécialisé dans le cinéma de patrimoine. Simon, c'est parce qu'il a une notoriété par rapport au cercle et par rapport à écran large. Clara, c'est parce qu'elle fait
elle est avocate en droit d'auteur et en même temps elle est cinéphile. En fait, avec Clara, on s'est rencontrés parce qu'on allait en festival, donc en fait, on a ce côté-là. Et moi, parce que je suis l'attachée de presse, donc qui a un pied différent dans le milieu. Donc c'est vrai que c'était une expérience super au début de se dire, ben voilà, on parle vraiment de l'actualité du cinéma et maintenant on parle de l'actualité VOD du cinéma. C'est un peu rêver. dommage, mais après on a vu des choses super. Hein. Par exemple, The Dig, c'est un vrai coup de cœur. Puis la semaine prochaine, on va parler de Palm Springs, donc il y a des choses chouettes quand même qui arrivent. Mais au début, on voulait vraiment inciter les gens à aller au cinéma. Là, c'est compliqué, du coup. Ça me force à voir beaucoup plus de mauvais films qu'avant. Et alors, beaucoup plus. Tu peux dénoncer, c'est conseillé par qui en général les mauvais films? Ah non, là, c'est vraiment les actualités. Je crois qu'on n'a pas eu trop de mauvais films quand on se les est conseillés à chacun. Je crois que ça va, à ce niveau-là, ça va. À part, si, il y a quelques films conseillés par Victor qu'on n'a pas forcément appréciés. Je pense à Sergei Prakov, des trucs comme ça, mais après, c'est oui, incroyable ton avis sur ce film. C'est particulier. Non, mais voilà, hein, c'est juste que il y a des films qui ne seraient même pas venus jusqu'à nos radars. Je pense je pense parce que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, hein, mais Penguin Bloom ou Palmer, c'est des films qui ne seraient jamais arrivés jusqu'à nos yeux. Parce que trop petit, trop insignifiant, entre guillemets. C'est pas du grand cinéma. Après, j'ai pas passé un moment désagréable devant Palmer, au contraire, mais c'était pas ça que le cinéma qu'on voulait défendre à la base. Après, je suis contente qu'on ait réussi à parler de films comme Petite Fille, par exemple. Et je crois que c'est le plus grand impact où j'ai ressenti que j'avais un tout petit impact sur les gens, c'est que j'ai vraiment eu des tonnes de messages. Mais quand je dis des tonnes, c'est genre des dizaines et des dizaines de messages qui me remerciaient d'avoir conseillé le film. Et je crois que c'est si je dois remercier l'existence du podcast pour quelque chose, c'est alors s'il y a 30 personnes en plus qui ont vu Petite Fille parce que j'ai dit en pleurant que c'était le plus beau film de l'année, et Paris réussi, quoi. Vraiment, aucun regret. Même si je passe beaucoup de temps à faire des fiches que je lis pas forcément, mais voilà. Alors, la seule chose que j'ai fait en tant qu'actrice, c'est j'ai fait une doublure cascade sur un petit court-métrage d'horreur et genre clairement, je ne le referai plus. C'était très sympa, hein, mais vraiment, c'était une histoire d'une nana dont le double maléfique sortait d'un trou noir ou d'un monde parallèle et genre en fait quand elle se battait contre elle-même, il fallait la doublure, du coup, la deuxième personne. Oui, et donc du oui. coup, c'était moi. Okay. Donc c'était un peu rigolo. Mais sinon, non, je joue comme une patate. C'est pas mon taf. Je fais pas partie de ces jeunes gens qui ont grandi en faisant des trucs. Moi, je faisais beaucoup de photos, puisque j'ai commencé une prépa art à la base parce que je voulais être photographe, donc j'ai fait de la photo. J'écrivais beaucoup et je faisais du dessin. Mais j'ai jamais pris une caméra, j'ai jamais fait de petits films avec mon portable. J'ai pas cette démarche-là et j'aurais certainement jamais. C'est pas une petite étincelle en moi. Et en plus, je suis pour un peu casser la politique des auteurs et pour qu'il y ait vraiment une union scénariste-réalisateur et pas que ce soit la même personne. Des fois, c'est super, mais en fait, des fois, tu manques de recul. Et donc, j'aime bien moi, j'aimais bien bosser avec un réal parce que je l'ai fait quand même pendant pas mal de temps. Et j'ai toujours un long métrage qui est prêt, qui avait été sélectionné il y a quelques années maintenant en marché de coproduction. Donc on avait été les plus jeunes sélectionnés à ce marché-là qui s'appelle Frontières, qui est un festival de cinéma de genre. Et donc c'était trop cool. Mais le film avait été en coprod France-Québec et il se trouve que notre prod français a pas suffisamment poussé la machine pour que ça marche. Et c'était il y a quelques années, et c'était avant Grave, hein, donc grosso modo, Oui. c'est vrai que le cinéma de genre français était un petit peu plus à l'arrêt que maintenant. Donc
Franchement, je me dis que si un jour j'arrive à faire quelque chose de ce scénar-là, je m'y remettrai. J'ai l'impression que tant que celui-là, soit on m'a dit un nom définitif, soit j'en fais quelque chose, j'arriverai pas à passer à autre chose. Parce que j'ai passé quand même 1 an et demi d'écriture Ah oui, quand complète même. de ma vie. Ouais, donc voilà. Et j'arrive pas, je suis pas assez forte pour faire les 2 en même temps. Attaché de presse, c'est vraiment un métier à plein temps qui te prend aussi beaucoup de soirées parce qu'il faut réseauter, il faut aller aux avant-premières, il faut faire plein de choses. Mais donc du coup, rentrer chez soi et se dire « Ah bah tiens, je vais écrire 1 heure », c'est un truc que je suis pas capable de faire. J'aimerais bien, hein, mais c'est trop compliqué. Il y a plein de clichés et il y a plein de choses qu'on dit du style il faut avoir une niaque de ouf ou il faut avoir un réseau de dingue. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un milieu avec des gens extrêmement sensibles, toujours, souvent avec une sensibilité artistique, donc avec des doutes, avec pas mal de choses comme ça. Et je pense que pourtant, le milieu du cinéma, si on sait s'entourer des bonnes personnes, on peut avoir un vrai soutien. On peut vraiment former une famille assez rapidement. Donc, j'ai pas envie de vous dire, moi j'étais la jeune fille la plus sensible et la plus timide du monde avant de commencer à travailler. C'est-à-dire que, à la fac, j'étais assez solitaire, je regardais beaucoup de films, je passais beaucoup de temps dans ma chambre à juste regarder des films et à lire des livres. Et un jour, c'est la passion qui a réussi à me faire briser pas mal de barrières. C'est-à-dire que j'étais pas capable de m'exprimer en public. Et un jour, j'ai dû me présenter devant beaucoup de personnes d'un festival ou présenter un film, des choses que j'ai vraiment que j'aurais jamais pu faire à 20 ans. Et ceux qui vont m'écouter ou qui vont lire l'interview, si jamais il y a une petite part de doute que moi-même j'ai pu avoir, en mode j'ai peut-être pas le profil pour bosser dans ce milieu parce que tout le monde a l'air d'être super sûr de soi, d'être tout ça. Non, si vous avez la passion du cinéma et la passion de l'art, franchement, vous trouverez, il y a 1 milliard de métiers dans ce milieu. Et je pense qu'on peut tous trouver notre place dedans. Au final, c'est assez cool. Et bah, merci beaucoup, Sophie. De rien. This is a tasty burger. Non, monsieur, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là, je priais. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.